Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Modern Rider, le premier podcast équestre hispanophone et international qui réunit le sport et le horsemanship. Un lieu privilégié pour découvrir des interviews inspirantes avec certains des meilleurs professionnels du secteur pour nous aider à devenir de meilleurs cavaliers plus conscients et responsables. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui traverse tout le secteur équestre, parfois sans que l'on prenne vraiment le temps de s'y arrêter, le changement. Le changement des pratiques, le changement des attentes autour du bien-être du cheval, et ce décalage que l'on ressent parfois entre l'évolution de la société et celle du monde équestre. Pour prendre de la hauteur sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Alice Moni Torrente, consultante en stratégie spécialisée dans la filière équine et doctorante chercheuse en management stratégique. Depuis plus de 15 ans, Alice travaille au cœur du secteur aux côtés d'acteurs très différents et ses recherches portent aujourd'hui sur un sujet aussi sensible que fondamental, la relation entre innovation et tradition dans la filière équine. Dans cet épisode, on parle de ce que l'innovation vient réellement bousculer dans le monde du cheval, de pourquoi certaines évolutions sont si difficiles à intégrer et de la manière dont tradition et innovation peuvent cohabiter sans s'opposer. On parle aussi de responsabilité, de croyances profondément ancrées et de la place que chacun d'entre nous peut prendre pour faire évoluer le secteur à son échelle. Alors montez le volume et installez-vous confortablement pour écouter cette nouvelle interview passionnante. Bienvenue Alice sur le podcast de The Modern Rider. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour qu'on échange sur plein de sujets, mais aussi très contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'interview en français. Donc pour moi c'est toujours forcément plus facile aussi. Et puis voilà, vraiment très contente de pouvoir parler d'un sujet qui pour moi me paraît fondamental pour le secteur équestre et tu nous en diras plus. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi de sujets, j'imagine, innovation et autres dans la filière. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais de rien. Pour commencer, j'aime bien laisser la parole finalement à mes invités pour qu'ils puissent se présenter comme tu le souhaites et surtout expliquer un petit peu déjà comment tu es arrivé dans le secteur équestre et nous décrire un petit peu ton activité. Oui, merci beaucoup Lucie. Moi je gravite autour de la filière équine depuis très longtemps, donc je suis passionnée bien sûr d'équitation. J'ai toujours voulu travailler dans les chevaux, j'ai toujours voulu lier mon apprentissage notamment scolaire, des expériences en entreprise sur la filière équine. Donc, moi, j'ai plutôt un background école supérieure de commerce et entrepreneuriat. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer différentes entreprises dans le commerce de chevaux ou d'autres. Et en faisant mûrir mon projet professionnel, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui voulaient s'installer dans la filière équine. Notamment après mon école de commerce, j'avais fait un master entrepreneuriat et donc j'avais fait une étude de marché et un business plan pour m'installer dans la filière équine. Au-delà de cette démarche pour moi personnelle et professionnelle qui était une introspection et qui m'a permis d'aller au bout de mes idées, je me suis demandé qui accompagnait les entrepreneurs de la filière équine dans ces démarches-là, qui sont extrêmement importantes et qui sont clés parce que des projets entrepreneuriaux tels que l'on peut les connaître dans la filière équine sont des projets très chronophages, qui demandent beaucoup d'investissement et qui doivent être donc mûrement pensés avant d'être lancés. Voilà, donc je me suis dit, qui fait cette démarche ? J'avais eu la chance de terminer mes études par un master sciences et management de la filière équine, qui existe toujours, qui à l'époque était porté par AgroSup Dijon et aujourd'hui est porté par Unilassal, qui m'avait permis sur 1 an et demi de rencontrer un maximum d'activités dans la filière équine, hors ce que je pouvais connaître déjà, donc y compris dans les courses hippiques, auprès des institutions, auprès de nombreuses associations ou autres activités d'élevage, de commerce ou autres. Et forte de ce premier pas, j'ai envie de dire que j'avais fait pour moi-même, de business plan, d'études de marché. J'ai continué de rester en veille et de me dire, mais finalement, la filière équine.
Comment est-ce que les gens se parlent entre eux? Qu'est-ce que ça veut dire un hit quand on est dans les courses? Qu'est-ce que ça veut dire un fall? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Une entreprise qui connaîtrait très bien la filière équine et à la fois qui pourrait apporter des outils de management stratégique, des outils d'études de marché, business plan, de veille concurrentielle ou autre, aurait certainement beaucoup de choses à faire. Et du coup, Horse Développement est né de ce constat-là. Donc la société que j'ai créée, Horse Développement, est née en 2012 sur ce parti pris, de se dire, eh bien, on va essayer d'être les plus connaisseurs possibles de la filière équine, d'une manière transverse, de connaisseurs de toute la diversité des métiers ou autres, et à la fois d'amener des outils qui sont utilisés classiquement dans d'autres industries, et d'accompagner pour ça les entrepreneurs ou les entreprises déjà existantes dans leur démarche de management stratégique. Voilà un petit peu pour mon parcours et jusqu'à la création de la société. Je ne sais pas si ça correspond à ce que tu voulais savoir. Si. Nous, chez Horse Développement, on travaille particulièrement avec les entreprises industrielles et de services. Donc ça va être les entreprises qui vont graviter autour de la filière équine, qui ne seront pas forcément directement en contact avec les chevaux. Mais on travaille moins, on va dire, avec des écuries, avec des centres équestres, que plutôt avec, par exemple, des équipementiers, des fournisseurs de matériel, d'infrastructures, des fabricants de sel, des fabricants d'aliments autour de notre industrie. Elles sont assez nombreuses. En France, tu as à peu près entre 1000 et 1500 entreprises de ce type-là qui doivent extrêmement bien connaître les attentes et les besoins de leur clientèle qui sont souvent en contact direct avec le cheval et bien vendre, bien commercialiser leurs produits. Donc ça passe par des démarches stratégiques et marketing sur mesure par rapport à la filière équine clientèle. Et puis après, parfois, on va accompagner des associations, des institutions. Là, ça peut être, par exemple, un territoire qui se pose la question de pérenniser les activités en lien avec l'équitation ou les courses hippiques sur son territoire. Donc, encore une fois, cet acteur-là va avoir besoin d'avoir un consultant qui connaisse très bien la filière équine et qui puisse l'accompagner dans un développement stratégique ou autre. Et du coup, tu disais que donc, l'entreprise était née en 2012. Ça fait déjà un certain temps. J'imagine que tu as vu aussi évoluer pas mal le secteur ces dernières années. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça qui t'a amené à... Parce que c'est un sujet que j'aimerais forcément qu'on développe aujourd'hui. Donc la thèse que tu es en train... Oui. Bon, il te reste encore quelques mois, il me semble. Mais j'imagine que tu as déjà quand même quelques notions, quelques résultats à présenter sur cette notion d'innovation dans des secteurs dits traditionnels. On est clairement là-dedans dans le secteur équestre. Est-ce que cette thèse, j'imagine que oui, mais si tu peux expliquer un petit peu, est née justement de certaines observations que tu as pu avoir ces dernières années? Complètement. Effectivement, au bout d'une dizaine d'années de suivi, et notamment de suivi de projets innovants, je constatais qu'effectivement, avoir parfois des projets qui semblaient extrêmement pertinents, amener une solution innovante qui paraissait tout à fait attendue par le marché, dans laquelle, par exemple, les études de marché étaient bonnes, l'entreprise va parvenir à lever des fonds, s'entourer d'investisseurs, commencer à commercialiser. Tout cela semble bien parti et être lancé. Et puis, on va revenir quelques années après. Et finalement, que cette industrie traditionnelle du cheval, en fait, avait des capacités à accueillir l'innovation particulières, certainement particulières. Et qu'on n'avait jamais finalement posé ça de manière scientifique. Voilà. En quoi est-ce que la filière équine serait un terrain particulier pour l'innovation? Et en terrain particulier, ce que moi je sous-entendais, c'était de me dire, mais peut-être que c'est pas si simple, entre guillemets, d'amener de l'innovation. Aujourd'hui, on est dans une société pro-innovation, une société qui va vraiment valoriser l'innovation comme quelque chose de plutôt foncièrement positif, qui a tendance à nous sauver de beaucoup de choses. C'est souvent par l'innovation ou par la technologie qu'on voit le développement économique, le développement médical ou autre. La filière équine en elle-même semble faire un petit peu un pas de côté par rapport à ça, société pro-innovation, et ne pas accueillir aussi, franchement, et avec des bras aussi grands ouverts,
Ce parti pris est partagé par d'autres entreprises. J'ai proposé le sujet de réaliser ma thèse de doctorat donc sur ce sujet. Pour moi, il fallait que ça soit à la fois une recherche qui soit appuyée par des pairs, voilà, et qui soit à vocation d'être publique. Les résultats pourraient être publiés et utilisables à long terme par d'autres. Donc l'idée n'était pas de soumettre cette question-là, par exemple, à une seule entreprise et de réaliser la recherche de manière privée. On a recueilli autour de ce projet de thèse différentes entreprises qui se sont associées, donc notamment l'entreprise Equisser qui porte la thèse. On a le pôle de compétitivité Hippolia, le groupe LIM qui est très investi dans l'innovation, notamment en France et à l'international. Et puis il y a un fonds EPRON, voilà, qui montre aussi, je pense que cette question de recherche peut avoir vraiment une portée importante pour la filière et participe à la pérennisation de nos industries. Donc, la question de recherche que je porte à travers ce travail de doctorat est comment est-ce qu'on conduit l'innovation dans des secteurs traditionnels. Voilà. Et donc pour terrain, bien sûr, la filière équine et les entreprises et les services de la filière équine. Question toute bête, mais je pense que pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'on entend par innovation ? Garder une définition plutôt large de l'innovation et considérer justement comme étant capable d'être une innovation autant sur les produits que sur les services ou l'innovation managériale ou l'innovation de business model. Je pense qu'elle peut s'entendre à tous les points de vue. En cela d'ailleurs, il n'y a pas qu'une innovation technologique. C'est important de bien le garder en tête parce qu'il peut y avoir un biais à penser l'innovation comme purement technologique. La définition qui, moi, personnellement, me parle beaucoup est une définition qui est donnée par un sociologue qui s'appelle Norbert Alter et qui nous dit qu'en fait, une innovation, c'est une invention qui rentre dans les pratiques d'un corps social. Ça veut dire que avant que cette innovation soit prise en main et utilisée à large échelle, c'est une invention. En fait, elle reste au stade de l'idée. Donc, on comprend bien que l'innovation est un processus. Mais ensuite, il y a tout ce fameux travail de prise en d'acceptation de l'innovation qui peut être très long. Dans les différents ouvrages, on peut trouver des exemples d'innovation qui vont mettre des dizaines d'années, voire des centaines d'années à rentrer dans nos pratiques. Et c'est une fois que cette idée n'est plus une idée, mais rentrée dans le corps social, dans les usages du corps social, que c'est une innovation. J'aime beaucoup cette définition à la fois parce qu'elle nous permet de penser l'innovation de manière très large. Elle ne nous conditionne pas à penser l'innovation de manière technologique uniquement. Et en plus, pour moi, typiquement la question de l'acceptation et de la prise en main de l'idée que l'on propose au marché. Oui, complètement. C'est pour ça que je faisais aussi je posais cette question parce que je suis assez d'accord sur le fait que quand on parle innovation, on imagine tout de suite la technologie. Je pensais quand tu es en train de parler là par exemple, si on parle du secteur équestre et les changements qu'il est en train de vivre et auxquels, si on veut que ça continue, on n'a pas trop le choix que de s'adapter, je pense. Mais il y a beaucoup, par exemple, de rejet, de questionnement, en tout cas, sur des innovations de type très matériel, d'entraînement des chevaux, etc. Quand beaucoup vont dire, oui, mais en fait, là, il faut revenir à des bases plus simples, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de rejet pour ce genre de pratique, en tout cas d'une partie de la population. Oui. Mais est-ce que du coup, dans ces innovations, il peut y avoir des pratiques qui soient tournées vers une évolution, là c'est une opinion, mais positive du secteur équestre, qui prend plus en compte le bien-être des chevaux, le côté durabilité, etc. Oui, bien sûr. Je me rends compte au fur et à mesure de l'avancement de ce travail de recherche, mais pour moi, par exemple, la question du changement de nos pratiques vis-à-vis de notre licence sociale est en fait hautement corrélée avec la question de l'acceptation de l'innovation. Parce qu'en fait, au-delà de l'acceptation de l'innovation, c'est l'acceptation du changement qui est en jeu dans notre filière équine. Par là, attention, on ne dit absolument pas que notre filière est une filière qui serait purement conservatrice et vent debout contre des changements. Il y a certainement de nombreuses voies d'explication. La constance avec le cheval est une voie de sécurité. Avec les chevaux, c'est toujours prendre un risque. Quand on est
cavalier, voilà, quel que soit son niveau. Changer, par exemple, d'alimentation avec un cheval représente quelque chose d'extrêmement engageant. On a peur de la réaction de l'animal. L'animal ne parle pas, ne s'exprime pas. On est dans une lecture de la réaction de cet animal qui est absolument objectivée, qui est très sensitive, qui est très, voilà, on cherche des réactions de l'ordre du comportement, on cherche des réactions de l'ordre du degré de différence à la performance ou des choses comme ça. Toutes ces manières d'aborder le cheval dans nos pratiques et dans aussi notre lien, comment est-ce qu'on se transmet ces informations-là de cavalier à cavalier, que ce qui nous rassure aujourd'hui, pour moi, est aussi vraiment fondamentalement lié avec cette tradition. Ces habitudes qui sont ancrées et qui sont aujourd'hui les manières qu'on a de fonctionner avec le cheval et les manières que nous avons de nous rassurer vis-à-vis des chevaux. Donc, quand on vient ramener du changement, que ce soit par l'innovation ou par du changement à d'un coup considérer qu'il faut mettre un cheval en permanence dehors ou des choses comme ça, c'est encore une fois du changement. On vient inquiéter en fait, que ça soit de manière consciente ou inconsciente. Ces questions-là que tu tout de suite relis vis-à-vis de notre licence sociale et donc vis-à-vis du bien-être animal sont hautement liées. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas changer dans notre industrie, c'est pas parce qu'il y a un rejet de la nouveauté ou de ces nouvelles attentes ou des choses comme ça. C'est qu'il faut comprendre qu'en fait, on a rassuré un marché, on a rassuré des pratiquants, des acteurs professionnels sur une base de constance qui est extrêmement importante. Forcément, quand on vient remettre ces choses-là en question, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut continuer à rassurer les acteurs autour de ce changement. Pour moi, cette notion du temps, elle est extrêmement prégnante dans cette question. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a un chercheur qui s'appelle Rogers qui a travaillé une courbe d'acceptation des innovations en marketing. Et c'est une courbe qui fait un U inversé. Donc tu as au début les early adopters, et puis le marché après commence à être plus mature, il a accepté l'innovation, etc. Eh bien, parce que dans notre industrie, ce premier temps, les early adopters jusqu'à la maturité, en fait, il est extrêmement long. Il est extrêmement long et il faut convaincre bâton de pèlerin par bâton de pèlerin, il faut convaincre acteur par acteur et il faut arriver à montrer que, par exemple, ton innovation n'est pas dangereuse, ton innovation va apporter quelque chose. Mais c'est extrêmement long parce que le côté nouveauté ne vient pas rassurer. Il vient provoquer une inquiétude, bien au contraire. Donc, il faut ramener d'autres éléments de réflexion autour de ton changement pour essayer de rassurer l'industrie. Et la question du bien-être animal est corrélée pour moi aussi. Oui, et c'est hyper intéressant parce que j'ai fait le lien avec... J'ai fait une interview avec le comité de bien-être équin qui s'est créé l'été dernier dans la fédération espagnole. Et je disais, est-ce qu'on a une définition de ce qu'est, je crois que c'était, je demandais simplement le bien-être équin. Et une des personnes a répondu, c'est du sens commun. Oui, mais alors du coup, je suis pas sûre que tout le monde ait la même définition non plus de ce qu'est justement le sens commun, quoi. Et ce manque de clarté aussi sur ce qui est accepté, sur ce qui est acceptable, fait partie des frictions justement au moment de l'acceptation du changement, de l'innovation. Oui, bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, on a besoin de cette définition commune autour du bien-être animal et du bien-être équin. Mais il est certain, quand on est sur le terrain, qu'il y a une très grande difficulté autour de cette définition. Déjà, ne serait-ce que par exemple en France, tu peux avoir différentes organisations qui vont mettre en avant différents concepts autour de ce bien-être. Donc, classiquement, on pourra retenir les 3 F, définition anglo-saxonne qui a le mérite de regrouper beaucoup de choses intéressantes et de faire consensus. Mais il est vrai, moi j'ai eu la chance de travailler pour le label Écuresse, donc le label bien-être notamment en France, qui travaille sur cette question. Et quand on avait interrogé les acteurs sur le terrain, il n'y avait pas du tout consensus autour de cette question du bien-être animal. Il n'y avait pas du tout consensus. Donc effectivement, et encore une fois, c'est pas que les acteurs ne souhaitent pas aller dans cette question du bien-être animal.
Mais encore cette définition du bien-être animal que l'acteur va mettre en face de ce qu'on lui demande, elle est propre à sa culture, son univers de démarrage, à ses apprentissages, à ce qu'on lui a appris. Et encore une fois, dans un univers où la transmission des savoirs se fait de manière orale, la transmission des savoirs se fait sur la base de sensations, sur la base de choses non objectivées, etc., etc. C'est difficile d'avoir du coup un consensus. Et encore une fois, si tu retrouves quelqu'un en face de toi qui te dit « mais je ne suis pas d'accord avec cette définition du bien-être équin », il y a énormément de friction, puisque tu remets en cause des dizaines d'années d'apprentissage, voire plus. Parce que l'apprentissage qui s'est fait de manière intuitive, de manière sensitive, par les pairs, il n'est pas écrit, il n'est pas objectivé. Et il véhicule aussi beaucoup d'affect. Voilà, le monde du cheval, le monde des courses, des pratiques sportives, de l'équitation, de l'élevage ou autre, c'est souvent des milieux où il y a beaucoup de fierté et d'appartenance, en lien avec cette appartenance. Et ça, c'est une très très grande richesse, parce qu'il faut qu'on continue à être très fiers de ces racines-là. Mais encore une fois, du coup, ça va générer parfois des réactions très affectives et très émotionnelles, en lien avec une remise en cause, que ce soit en lien avec le bien-être équin ou d'autres sujets. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire justement sur ce côté. Je pense que ce sera aussi l'occasion de revenir sur la définition de ce qu'est la tradition et un secteur traditionnel. Oui. Parce que tu parles des écrits. Et en fait, je pensais qu'on a des écrits. Les écrits auxquels, en termes d'entraînement en tout cas, et moins gestion du cheval, mais peut-être entraînement surtout sur le dressage, etc. On a des sages traditionnels. On a des écrits, on a vraiment des choses. Je pense à Nuno Oliveira, je pense à Baucher, je pense à la Guérinière. C'est encore pour beaucoup des références, même si il y a sûrement, c'est sûr, il y a des choses qui ont évolué. On a beaucoup d'écrits hyper intéressants aujourd'hui, on n'en manque pas. Et pourtant, ils sont moins référencés, je trouve, moins transmis que ces écrits-là qui datent de beaucoup, depuis plus longtemps. Oui, c'est vrai. Non, mais parce que pour moi, même si encore une fois ces écrits existent, et il y en a d'autres, il y a des ouvrages de qualité qui sortent régulièrement sur le dressage, par exemple, ou les méthodes d'apprentissage du cheval, l'éthologie ou autre. Mais encore une fois, on est quand même vraiment avec un lien à l'animal qui se fait de manière très intuitive. Là, quand tu es à cheval, tu es cavalier, on va te dire de ressentir. Donc, bien sûr, il y a des initiatives autres, que ce soit par l'écrit ou par, on peut parler des objets connectés, par exemple, qui viennent nous amener de la data et nous dire, vous avez travaillé plus longtemps à main droite, plus longtemps à main gauche, ou des choses comme ça. C'est des outils qui sont extrêmement intéressants, mais ils ont quand même du mal à pénétrer nos pratiques et nos usages. Parce que je pense que, encore une fois, on est resté vraiment sur des apprentissages très oraux et très sensitifs. Même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est très conscientisé. On ne se dit pas volontairement, je ne pense pas forcément... mais le bon cavalier, c'est celui qui, en fait, finalement, ne pense plus. C'est celui qui est dans la sensation pure et qui est dans le réflexe, qui a réussi à conditionner son corps pour être dans le réflexe. Et du coup, le côté objectivation, réflexion, est un petit peu plus éloigné en ce sens-là. Et est-ce que ça, du coup, c'est le propre d'un secteur, de la tradition, du secteur traditionnel, le fait que ce soit une transmission comme ça orale? Alors, c'est intéressant aussi cette question de la définition du secteur traditionnel. Au démarrage de mes recherches, j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'en fait, il y avait beaucoup de chercheurs qui faisaient des recherches sur les secteurs traditionnels. Par exemple, le secteur du vin, le secteur de l'artisanat d'art, voilà, des secteurs de ce type-là. Mais en fait, ils attaquaient souvent leur article en nous disant « dans le secteur traditionnel de telle nature ». Pas de définition, quoi, en gros. Donc, moi, la définition que j'aime bien, c'est celle de Childs. En fait, une tradition, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Childs nous dit même au moins 3 générations, voilà. Donc, de manière orale ou pas, mais où cet enseignement, ce savoir-faire, par exemple, traditionnel, au bout d'un moment, il n'a de valeur que parce qu'il a été reconnu et utilisé par le passé.
Encore une fois, il n'y a pas d'objectivation autour de ce savoir traditionnel. Il a de la valeur parce qu'il est transmis traditionnellement. Et donc, il est reconnu comme un savoir à conserver et à garder parce qu'on faisait comme ça avant, techniquement. La fameuse phrase. La fameuse phrase, on a toujours fait comme ça, oui, oui, tout à fait, qui revient souvent. Mais voilà, on peut avoir beaucoup, beaucoup de secteurs traditionnels. Il y a certains chercheurs qui vont jusqu'à dire que de toute façon, les seuls secteurs qui ne soient pas traditionnels, c'est le secteur de la haute technologie et de la nouvelle technologie. Parce que bien sûr, cette question de la tradition et de la transmission, elle est prégnante dans d'autres industries. Quoi qu'il en soit, pour la filière équine, dans une industrie voilà, qui gravite, qui utilise le cheval depuis des milliers d'années et qui a su voilà, développer plein d'usages autour du cheval, cheval militaire, cheval de loisir, cheval compagnon ou autre, je pense qu'on retrouve bien cette idée de transmission de père à père et de génération en génération. Ça se retrouve énormément dans les entretiens que je peux faire avec des professionnels, que ce soit quand on les interroge autour de changements de pratiques ou autres, mais souvent quand on demande aux gens, voilà, par exemple, pourquoi est-ce que vous nourrissez de telle manière les chevaux, des fois, il y a des gens qui vous disent je nourris comme ça parce que dans mon apprentissage, on m'a appris à nourrir comme ça. Et aujourd'hui, la personne elle a 50 ans, mais elle continue de baser une partie de ses connaissances sur cette transmission qui lui a été faite par un père qui pour elle est légitime. Et donc, elle garde ce savoir, voilà, sur la base quand il a été transmis, en fait, tel que par quelqu'un qui faisait figure d'autorité, qui avait figure de légitimité pour elle. Donc, voilà. Donc, moi, je retiendrai que la filière, je pense, peut être qualifiée de traditionnelle parce qu'on apprend beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, citais Nuno Oliveira, des écrits qui font foi et qui font tradition. Oui, c'est ça qui est marrant parce que... Enfin, marrant, c'est pas le terme. Je veux dire que c'est facilement des livres, enfin vraiment les références qu'on va citer. Aujourd'hui, il y en a à foison hyper intéressantes et hyper actualisées. Pourtant, sont moins... Enfin, elles sont citées, mais j'ai l'impression que c'est moins la référence d'aujourd'hui. C'est assez surprenant, quoi. Comme quoi, mine de rien, on reste vraiment sur les premiers écrits qu'on va chérir. Tout à fait. Il y a certainement un lien affectif fort avec voilà, ces premiers écrits qui font consensus et qui ont regroupé en tout cas bon nombre de cavaliers. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette recherche et le cadre théorique que j'ai choisi concerne aussi la question de la légitimité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait légitimité dans notre industrie? Un acteur ou une organisation entrepreneuriale légitime ou une innovation légitime. Et ce qui est très fort, je trouve, c'est que, encore une fois, pour moi, il y a une très très grande importance du lien à la pratique. Voilà, dans le sens pratique réel et pratique avec le cheval. Tu vas avoir, par exemple, une innovation qui va être lancée par une entreprise. Et ce n'est pas pour rien que cette innovation va être mise dans les mains de cavaliers à notoriété, par exemple des cavaliers de haut niveau ou voilà, des choses comme ça. Parce que celui qui a légitimité dans notre industrie, c'est celui qui peut prouver qu'il a de la réussite avec le cheval, qu'il a de la réussite dans la pratique, qu'il a de la réussite dans la compétition, par exemple. Et donc, en fait, tu viens accoler ton innovation à ce type d'acteur, d'intimité, pour toi-même en tant qu'organisation ou pour que ton innovation acquiert de la légitimité aussi. Et encore une fois, dans notre industrie traditionnelle, la légitimité, elle est vraiment en lien avec les pratiques et la transmission des savoirs. Puisque les savoirs qui ont de la valeur sont les savoirs qui sont générés par la pratique sur le terrain et non objectivés, les acteurs qui maîtrisent le plus notre industrie et qui sont les plus légitimes sont ceux qui maîtrisent le plus ces savoirs. Voilà. Et donc, il faut aller chercher la légitimité en lien avec ces pratiques traditionnelles. Même quand tu amènes quelque chose, par exemple une innovation qui serait scientifiquement, par exemple, très établie, très vérifiée, avec des articles de recherche, un protocole scientifique ou autre, tu vas pouvoir amener une partie de légitimité. Mais si tu n'as pas la mise en main de cette innovation dans les pratiques,
ça sera très compliqué. Donc tu dois prouver par le terrain. Je dirais qu'il y a une très très grande importance du terrain dans notre industrie et de la pratique réelle. Au-delà, par exemple, de la simple validation scientifique, qui peut apporter un gage de notoriété ou de crédit, et qui certainement ne suffira pas à valider une innovation sur le terrain. Mhm. Oui, c'est vrai. Je sais plus. J'ai fait pareil, une interview aussi récemment une personne donc, qui est psychologue, qui étudie justement cette psychologie dans le secteur équestre et qui a fait une conférence justement sur l'acceptation de la science dans les secteurs, enfin le secteur équestre. Et comme quoi, c'est vrai qu'on a une difficulté, même si tu arrives avec des faits, dire par A plus B. Je crois que c'est avec toi qu'on en discutait il y a pas longtemps, où on peut arriver en disant, regarde, c'est bien prouvé, on a des études, plusieurs études très sérieuses sur le sujet. Par exemple, je sais pas, ça peut être ce qu'on a pu voir très récemment justement sur l'usage systématique des bandes de travail qui peuvent finalement être comment on dit nocives. Oui, exactement, nocives si elles sont utilisées de manière systématique. Donc on arrive avec ça en disant là du coup il faut peut-être changer nos pratiques parce qu'on vient de se rendre compte que c'était pas terrible, et qu'on a en face une personne qui dit oui mais moi je crois pas à ça, qui arrive avec ses croyances alors qu'on est sur des faits scientifiquement prouvés, où c'est pas très compliqué c'est très surprenant, et je trouve que alors, c'est pas que propre au secteur équestre, mais c'est très présent dans le secteur équestre. Et effectivement, du coup, cette acceptation des faits scientifiques, mais même, et de l'innovation et tout ça, en fait, c'est une vraie problématique. Et je suis ça me parle beaucoup quand tu dis de l'importance de passer par des figures d'autorité pour que ça descende, parce que sinon, effectivement, ça ne passe pas. Et les personnes qui vont se baser uniquement, qui n'ont pas cette notoriété, qui vont se baser uniquement sur des faits scientifiques, pas vraiment acceptées dans le c'est pas le débat, elles ne sont pas entendues en tout cas, ou peu. Parce que le diplôme, la science, ne sont pas aux origines des fondements de nos savoirs traditionnels. Parce que les savoirs traditionnels qui ont porté jusqu'à présent les pratiques autour du cheval sont des savoirs non objectivés. Sont des savoirs pour lesquels on a enseigné aux cavaliers, le cheval, tu dois ressentir telle chose, ici il va changer de pied, parce que c'est comme ça. Mais on n'a pas objectivé ces choses-là. On n'a pas dit, quand tu as mis 3 grammes de plus dans la jambe droite, du coup tu as ressenti que le postérieur gauche avait fait comme ça. On n'a pas du tout objectivé ces choses-là. Donc la base des savoirs, la base de la réussite autour du cheval, ce sont des savoirs non objectivés. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de valeur. La difficulté, c'est qu'on peut avoir tendance à les opposer. Ces savoirs objectivés. Dans une vision notamment scientifique, on va se dire, oui, mais le savoir non objectivé, il n'a pas de valeur face au savoir objectivé, scientifique ou autre. Ça, c'est un risque auquel il faut faire attention, parce que du coup, ça serait trop facile de balayer tous nos savoirs traditionnels. Alors que aujourd'hui, par exemple, quand on repense la manière de vivre les chevaux, de les élever, de les garder le plus possible dehors avec des contacts sociaux, etc. En fait, ça, c'est des pratiques qu'on redécouvre. Mais c'est des choses qui se faisaient traditionnellement. On redécouvre des savoirs anciens traditionnels qui avaient été balayés eux-mêmes sous le principe que finalement ils étaient anciens et qu'ils n'étaient pas intéressants. Mais on retourne à ces sources-là. D'ailleurs, il faut faire attention, par exemple, sur la question de l'objectivation. On a beaucoup d'innovations qui vont venir dire on va, par exemple, filmer les chevaux et grâce à de l'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter plus facilement le changement de comportement du cheval, une alerte si, un cheval semble être en train de déclencher des coliques ou des choses comme ça. C'est formidable. C'est un savoir qu'on essaye d'objectiver un maximum, pas de problème. Mais le risque, c'est quoi ? C'est de perdre le savoir non objectivé. Parce que le professionnel qui rentre dans l'écurie et qui se dit tiens, ce cheval, il est ni pas comme d'habitude. Il me manque quelque chose, un doute. Il est plus longtemps couché que d'habitude, etc. C'est absolument pas objectif. Mais ça a beaucoup de valeur. Et on a
Et on a sauvé des chevaux et on a emmené des chevaux jusqu'à nous et jusqu'à présent sur la base de ces savoirs-là. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément opposer savoir objectivé et savoir non objectivé. L'un d'ailleurs ne doit pas remplacer l'autre, puisque le risque par exemple avec cette fameuse IA qui détecterait notre cheval qui irait moins bien ou autre, c'est qu'on risque de perdre totalement notre capacité à être ouvert et à détecter ce genre de choses de manière intuitive. Donc je pense qu'il ne faut pas les opposer et les rejeter. Et après, il faut bien comprendre pourquoi. Est-ce que du coup, cette science aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de crédit? C'est parce que jusqu'à présent, tout s'est fait sur la base de savoirs non objectivés. Que celui qui réussissait avec les chevaux, c'était pas celui qui objectivait ses savoirs ou qui avait appris des savoirs objectivés ou scientifiques. C'était celui qui était le plus capable de ressentir les choses, de réagir de la bonne manière, sans forcément savoir pourquoi, sans avoir traduit de manière objective pourquoi est-ce que quand je fais ça, ça fonctionne mieux. Mais du coup, c'est normal que la science, en fait, n'emmène pas tout le monde. Bien sûr, oui. Et ce qui est difficile, et ce qui est quelque chose de très délicat dans les travaux que moi je mène par rapport à l'innovation, beaucoup d'innovations vont venir de découvertes technologiques ou de découvertes scientifiques. Et c'est extrêmement intéressant. Et elles ont beaucoup de choses à nous apporter. Mais du coup, on ne peut pas venir les présenter au marché et à l'industrie uniquement sur la base de cette validation scientifique. Voilà. Et il faut arriver à travailler du coup à la fois des éléments d'objectivation scientifique, puisqu'ils sont extrêmement importants et ils ramènent une valeur très forte, mais aussi des validations qui vont venir peut-être par la prise en main d'acteurs légitimes, comme on l'évoquait déjà, par le fait de faire tester aussi à nos consommateurs potentiels ces différentes solutions, encore une fois pour que la prise en main puisse être faite, puisqu'elle est extrêmement importante. On va avoir aussi peut-être la possibilité de coller certains usages traditionnels à notre innovation, du moins d'essayer d'insérer notre innovation dans des usages traditionnels pour essayer de ne pas tout changer, de ramener ce mouvement étape par étape. Encore une fois, on a parlé du temps tout à l'heure qui pouvait être extrêmement long. Donc, ne pas essayer de tout bouleverser d'un coup, c'est souvent une bonne idée. Parce qu'en plus, encore une fois, on en a parlé en filigrane, mais il y a beaucoup, beaucoup d'affect. Donc, on vient remettre en question des dizaines d'années, ou des centaines d'années parfois, de pratiques qui ont fait largement consensus, qui ont fait leurs preuves, même si c'est des preuves subjectives. Dans une industrie, le risque, c'est d'être rejeté immédiatement parce que vous venez trop en contradiction et en confrontation forte avec quelque chose qui est la base de nos savoirs et la base de nos connaissances. Donc en gros, si vous voulez innover dans le secteur équestre, soyez résilient. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je suis toujours en cours de recherche. L'idée, c'est d'essayer d'ici 1 an ou 2 d'avoir quelque chose déjà de scientifiquement correct et publié. Après, on aura certainement, avec le collectif d'entreprises, des éléments de vulgarisation des résultats. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, avec les résultats qui ont déjà été collectés, il y a quand même ce côté attention vraiment à l'innovation qui serait très frontale, très en rupture avec nos pratiques et nos codes. Il y a certainement des choses à faire pour travailler à respecter un maximum les pratiques. C'est aussi parfois le design ou l'esthétique des objets et des pratiques traditionnelles, parce qu'en fait, on s'autorise un pas de côté sur certaines choses, dans l'innovation, et on garde une partie des habitudes. Voilà, ça me paraît important. Il y a le côté mise en main, test. Faut favoriser la co-construction dans les pratiques avec les utilisateurs, les consommateurs. Ça paraît aussi ça quelque chose de très important. Et puis d'essayer de comprendre quelles sont les sources de légitimité dans l'industrie aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut aller les chercher pour montrer que soit en tant qu'organisation, on peut être légitime et donc amener de l'innovation, ou soit que notre innovation en elle-même, elle rapporte des solutions complémentaires et qu'elle ne vient pas forcément remettre 100% en question tout ce que l'on sait ou tout ce que l'on utilise habituellement. Je pense qu'il faut y aller avec tact. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des signaux peut-être qu'on peut
peut analyser ou en tout cas voir qui pourrait montrer que sur une innovation donnée, on peut commencer à lancer un projet ou lancer l'idée? Alors, on travaille beaucoup chez Horse Développement la question notamment de l'étude de marché, en se disant que l'étude de marché, c'est quelque chose qui va éclairer le chemin. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Ça vient ramener, plus de clarté à l'entrepreneur. Évidemment, il peut y avoir déjà des signaux, des warnings très importants dans l'étude de marché sur la capacité du marché à accepter ou pas l'innovation. Dans le cas où le marché semble vouloir accepter cette innovation, il ne faut pas non plus préjuger de la capacité du marché à changer. Donc il faut, dans tous les cas, je pense, prévoir beaucoup de temps et donc forcément de financement, parce que c'est toujours de l'argent, ce temps d'acceptation, ce temps de prise en main par le marché, pour pouvoir faire toutes les étapes, comme on le se disait, co-construire la solution avec le marché pour qu'elle soit au plus proche aujourd'hui des attentes et de la capacité des acteurs à la prendre en main. Ensuite, une fois qu'elle est co-construite, mettre dans les mains des acteurs, que ce soit des consommateurs finaux ou des acteurs légitimes, les chercher dans notre communication à montrer qu'il y a une prise en main et que cette innovation fait ses preuves, qu'elle fonctionne, qu'elle est capable de rentrer dans les usages, etc. Travailler ce chemin, qui d'ailleurs peut être un chemin en évolution, parce que l'innovation, elle va forcément évoluer avec la prise en main des acteurs. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas considérer que tout se faire d'un bloc, et facilement en tout cas. D'ailleurs, sur les projets que j'ai eu la chance d'étudier, parfois on voit une innovation qui va être amenée clairement par étapes. C'est-à-dire qu'au lieu de ramener une innovation qui va être en rupture dans les usages, en rupture dans l'esthétisme, en rupture dans le discours, on va faire ça sur plusieurs années. Par exemple, d'abord, au début, on va peut-être un peu rompre avec les usages, en gardant un esthétique traditionnel. Une fois que ça commence à être accepté, que la marque a fait ses preuves, que l'innovation commence à être utilisée par tous, ok, on peut commencer à être en rupture maintenant sur l'esthétisme. Et elle peut être vraiment pensée dès le démarrage, cette innovation-là, comme quelque chose qui va être fait dans un processus. Et est-ce qu'il y a solutions qui sont plus faciles à amener que d'autres, dans le sens produit, service, type de produit, ou ça dépend totalement? Vraiment, ça dépend totalement des secteurs, des moments aussi, parce que évidemment, reste dans nos pratiques avec les chevaux, et il y a certains sujets qui sont plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Si tu prends la question des airbags, par exemple, les airbags ne faisaient pas du tout consensus il y a une dizaine d'années. Pour les cavaliers. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus accepté de monter à cheval avec des airbags, avec un airbag, et c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs, donc tu peux avoir cette évolution-là. Après, j'aurais tendance à dire que ce qui est plus facile à amener, c'est l'innovation incrémentale. C'est-à-dire ce qu'on se disait là, en fait. C'est cette innovation qui vient changer un détail, qui vient changer un détail esthétique, qui vient changer un détail dans la pratique, faire évoluer une solution qui est déjà acceptée, qui fonctionne sur le marché ou autre. Ça, c'est plutôt anodin. Toujours des innovations de ce type-là dans la filière. On les voit même pas d'ailleurs, au fur et à mesure que finalement, elles rentrent très facilement. C'est l'innovation qu'on appelle de rupture. Encore une fois, on peut se poser la question de la définition du terme de rupture, mais l'innovation qui va vraiment amener un très gros changement, un très gros bouleversement, quel que soit le secteur d'activité, toujours très 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 délicate dans notre industrie. Donc c'est important de le penser en amont. S'il y a quelqu'un qui porte, ou une organisation qui porte une innovation de rupture, il faut en être conscient et réfléchir à la manière la plus fine, stratégiquement parlant, pour l'amener sans froisser le marché, on va dire. En essayant de faire en sorte d'emmener un maximum d'acteurs avec soi. Est-ce que cette thèse, jusqu'à présent en tout cas, elle t'a apporté, on va dire, une ou plusieurs choses, hein. Est-ce que tu as eu comment on dit? J'ai perdu le mot. Une prise de conscience, on va dire, que ces dernières années ne t'avaient pas apporté, par exemple? Eh bien, tu vois, c'est intéressant sur cette question justement de l'innovation incrémentale. Les entretiens pour la thèse, donc j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec 45 entreprises qui conduisent l'innovation aujourd'hui dans la filière équine, avec des entreprises de toute taille,
des groupes, des PME très investis, avec des porteurs de projets plutôt au contraire très nouveaux, qui conduisent plutôt vraiment de l'innovation, des startups ou autres. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, ce qui me paraît fondamental, c'est de ne pas considérer que l'innovation est impossible dans notre filière. En fait, ces entreprises, elles innovent tous les jours. Elles amènent de l'innovation en permanence. Il n'y a qu'à regarder le secteur des casques, par exemple, pour l'équitation. En 10 ou 15 ans, on ne monte plus du tout aujourd'hui avec les casques, et heureusement d'ailleurs qu'on avait il y a une quinzaine d'années. Mais ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement. Il y a eu des changements sur les matières, il y a eu des changements sur la manière de protéger, sur les attaches, des changements esthétiques, sur la personnalisation. Beaucoup de changements, beaucoup d'innovations, mais ça s'est fait de manière progressive. On n'est pas passé du casque qui était posé sur la tête en velours sans attache à aujourd'hui, voilà, le MIPS, les protections temporales ou autres. Pour moi, il ne faut pas considérer que la filière équine n'est pas capable ou susceptible d'accepter l'innovation. Il faut sortir de cette dichotomie tradition versus innovation. C'est soit l'un, soit l'autre. Je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Qui fait que on est dans un contexte où on peut amener de l'innovation, oui, sans aucun débat. Et il faut être subtil. Il faut être subtil et l'innovation de rupture, elle est évidemment très délicate parce qu'elle vient vraiment bouleverser et souvent s'opposer à nos pratiques traditionnelles habituelles. Vraiment, je retiendrai ça. C'est pas du tout impossible d'innover. Elles nous le montrent tous les jours, les organisations de la filière équine, qu'elles sont tout à fait capables d'innover. Mais il y a un contexte particulier. Si on vient trop frontalement toucher à la nature de nos savoirs et des savoirs qui sont transmis et des savoirs qui sont traditionnels dans notre industrie, on prend un risque en tant qu'organisation. Après, le risque aussi n'est pas le même en fonction de la nature des organisations. Une organisation qui soit extrêmement légitime dans notre industrie, avec beaucoup d'antériorité, beaucoup de produits déjà connus, qui font satisfaction ou autre, cette organisation-là a plus de capacité à conduire l'innovation. Parce qu'en fait, elle vient accoler sa propre légitimité organisationnelle à ces innovations demain. Alors qu'un acteur nouvel entrant dans notre industrie, qui doit lui-même prouver sa propre notoriété en tant qu'acteur, et qui vient aussi en même temps amener l'innovation, il doit faire le chemin autant pour lui que pour son innovation. Donc forcément, c'est plus délicat. Or, on a beaucoup mis en avant, notamment sur la vague des objets connectés ou autres qu'il y avait eu il y a une dizaine d'années, des nouveaux entrants qui arrivaient avec ces nouvelles innovations et qui ont connu des difficultés. Mais parce qu'encore une fois, voilà, le travail est double. Bien sûr. Donc c'est important, je pense, quand on veut amener du changement, amener de l'innovation, c'est tout à fait possible, oui. Il faut considérer ce contexte-là et ne pas perdre de vue que tout ce temps d'habituation du marché à notre objet, à notre service ou autre, ça va être long. Et ce temps-là, c'est aussi des finances pour les organisations. Et parfois, par exemple, ça peut être sous-estimé par ces fameux nouveaux entrants sur ce temps de la pénétration de marché. Surtout si, par exemple, c'est des acteurs qui peuvent être soutenus par des investisseurs hors la filière équine, qui vont réfléchir le temps de l'innovation et le temps de l'acceptation comme n'importe quel secteur de notre société, qui parfois peut plus facilement accepter de l'innovation technologique, par exemple, ou autre. On arrive à la fin de cette interview et la première, donc je pose toujours des petites questions, les mêmes questions à chaque invité. Et donc la première, c'est savoir si tu voulais partager un message. Je pense que celui-là, il était déjà assez clair. Je ne sais pas s'il y en a un autre que tu voudrais profiter de cet espace pour en partager un autre en particulier. Non, voilà, celui-là, il est important pour moi. Il ne faut pas considérer qu'innover, c'est pas possible. Par contre, effectivement, ça doit s'encadrer, ça doit se réfléchir en amont. Il ne faut pas sous-estimer le temps, qui a beaucoup d'importance dans notre industrie. Et je dirais que, pour faire référence un peu à ce que tu débutais en début d'interview, sur cette question du changement vis-à-vis du bien-être animal ou autre, en fait, on est tout à fait en capacité de changer pour mieux répondre aux attentes sociétales ou autres. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il nous faut du temps. Il nous faut ce temps-là d'acceptation qui est, à mon avis, très corrélé. Et je pense aussi, par exemple, à la question de l'impact environnemental de nos activités sur la filière équine. Encore une fois, même chose, la filière, elle n'est pas décorrélée
des autres industries sur notre planète. Donc, bien évidemment, cette question de l'impact environnemental, elle est extrêmement prégnante. Et il faut qu'on la prenne en main, voilà, le plus vite possible. Mais encore une fois, je pense qu'on a besoin de temps. Parfois, ça peut être difficile aussi pour les parties prenantes ou autres acteurs avec qui on doit interagir. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais écouter dans une prochaine interview du podcast ? Écoute, plein. J'adore écouter les podcasts. C'est toujours extrêmement enrichissant et intéressant. Pourquoi pas d'autres chercheurs, que ce soit sur des questions en gestion, pourquoi pas, ou en sociologie. Oui, il y a plein d'autres chercheurs anglo-saxons ou francophones qui seraient hyper intéressants, je pense, à écouter sur différents sujets. Super, mais écoute, si tu as des contacts. Est-ce qu'il y a une ressource, un livre que tu aimerais recommander ? Ce fameux sociologue dont on a parlé, Norbert Halter, qui est très intéressant, qui a fait plusieurs livres autour de l'innovation. Ça peut être des choses très intéressantes à lire. S'il y en a qui s'intéressent à la question de l'innovation de rupture, il faut lire des auteurs comme Christensen. Ça peut être très très intéressant aussi. Sur la question qu'on évoquait en dernier lieu, de repenser aussi l'innovation au regard de nos impacts environnementaux. J'ai beaucoup apprécié le livre de Hadjeri, voilà, qui repense cette question de l'innovation et qui la remet en contexte sur l'innovation va-t-elle être la source de résolution de nos problèmes sociétaux, environnementaux. Et voilà, c'est des lectures que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. Tu as le titre du livre en tête ? Oui, l'innovation, pourquoi faire ? Ok, super. Et dernière question, je ne sais pas si tu le sais, mais le podcast a aussi sa liste de musique sur Spotify, liste de reproduction des musiques, des chansons préférées des invités. Je me demandais si tu voulais en ajouter une. Ouh là là, question beaucoup plus difficile, Lucie. Oui, elle surprend toujours un peu celle-là. Oui, alors tu vois, justement pour pas faire trop innovant, moi je dirais des classiques. Les Beatles, les Beach Boys, voilà. Ça marche toujours bien. Retour à la tradition, justement. Voilà. Pour la musique. Conclure ce podcast. Super. Bah écoute, merci beaucoup Alice, c'était vraiment hyper intéressant. Il te reste combien de temps du coup pour terminer cette thèse ? J'aimerais finir en fin 2026. Donc, Okay. en gros, il me restait un an et demi de travail. Après, des délais incompressibles. Voilà, il faut soutenir, il faut que tout soit éventuellement publié, etc. D'ici fin 2027, j'espère que voilà, on aura beaucoup de choses à partager. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Les réseaux sociaux et LinkedIn notamment, beaucoup, continuer de publier s'il y a des participations à des colloques, des articles à lire. Ok, écoute, je mettrai le lien vers ton profil dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi et écoute, on te suit pour la suite. Merci, Lucie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. À très bientôt. Ciao. Et c'est ainsi que nous concluons cet épisode. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion et en savoir plus sur le travail d'Alice, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn où elle partage régulièrement ses actualités. Comme toujours, l'ensemble des informations et des liens mentionnés au cours de cette interview sont disponibles dans les notes de l'épisode. Merci à celles et ceux qui prennent le temps de laisser un avis, un commentaire ou de partager cet épisode. Votre soutien permet au podcast de continuer à grandir et d'offrir un espace d'expression à des voix engagées et éclairantes pour le monde équestre. Merci encore d'avoir été à l'écoute et d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Modern Rider.